Bienvenue sur notre chaîne. Une fille est allée dans un magasin à quelques minutes de chez elle, mais elle n'est jamais revenue. La police a commencé ses recherches, et au cours de l'enquête, elle a découvert des indices plutôt étranges. Pourtant, le mystère est resté non résolu pendant des décennies, jusqu'à ce que la vérité éclate d'une manière totalement inattendue. Christy Wesselman est née le 19 avril 1970 à Glen Ellen, dans l'Illinois. Elle y vivait avec sa mère, 2 frères aînés et une sœur. Leur ville était considérée comme l'une des plus sûres de la région, et Christy adorait passer du temps à l'extérieur. Elle passait des heures à errer dans les rues avec d'autres enfants du quartier. À l'école, Christy était populaire et avait beaucoup d'amis. Elle participait activement à la vie scolaire et a même été élue vice-présidente de sa classe. De plus, elle jouait au volley-ball et au softball. À l'été 1985, Christy, âgée de 15 ans, suivait des cours d'été à l'école et passait la plupart de son temps libre à traîner avec ses amis. Le 21 juillet, Christy est rentrée de l'école vers 15h30. Juste après être rentrée à la maison, elle a décidé d'aller à pied dans un magasin local pour acheter un soda et une barre chocolatée pour elle et sa mère. Sa mère s'attendait à ce qu'elle revienne dans quelques minutes, car le magasin était tout près. Mais au bout d'un moment, il est devenu clair que quelque chose n'allait pas parce que Christy n'était pas rentrée. Au début, sa mère a pensé qu'elle avait peut-être croisé des amis et était partie avec eux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Elle ne pouvait donc pas contacter Christy et n'avait d'autre choix que d'attendre. Le soir tombant, son inquiétude n'a fait que grandir. Elle a appelé les amis de Christy, mais aucun d'eux ne l'avait vue ce jour-là. De plus en plus désespérée, elle s'est rendue elle-même au magasin, scrutant les rues en chemin. Mais il n'y avait aucune trace de Christy nulle part. La famille de Christy a passé les heures suivantes à la chercher. Mais comme il n'y avait toujours aucun signe d'elle à 1h50 du matin, sa mère a décidé de contacter la police. Les agents ont rapidement lancé des recherches, commençant par reconstituer les derniers mouvements connus de Christy. Ils ont d'abord parlé au vendeur du magasin qu'elle avait visité. L'homme connaissait bien Christy, il habitait à proximité et l'avait même gardée quand elle était plus jeune. Il a confirmé que Christy était passée vers 16h, avait pris quelques barres chocolatées et était repartie. Elle n'a pas mentionné où elle allait, mais le vendeur a noté qu'elle semblait heureuse et que rien dans son comportement ne lui avait paru inhabituel. La police a également trouvé quelques autres témoins qui avaient vu Christy au magasin. Mais aucun d'eux ne se souvenait où elle était allée ensuite. Les enquêteurs ont parlé à tous les amis de Christy, envisageant la possibilité qu'elle ait pu perdre la notion du temps en traînant avec certains d'entre eux. Mais aucun de ses amis ne l'avait vue ce jour-là. La police a ensuite concentré toutes ses ressources sur les recherches et a commencé à ratisser les rues. Mais à ce moment-là, il était déjà le milieu de la nuit, ce qui rendait les recherches encore plus difficiles. Malgré leur détermination, il n'y avait aucune trace de Christy, aucun indice, aucune piste, rien. Les recherches se sont poursuivies tôt dans la matinée, et à midi, d'autres policiers ont pris le relais. L'un d'eux a suggéré d'essayer de retracer l'itinéraire probable de Christy. Il a supposé qu'elle avait probablement pris le chemin le plus court de sa maison au magasin, un raccourci à travers un champ. À l'époque, il y avait un grand terrain vague avec de hautes herbes entre la zone résidentielle et le magasin. Le contourner prenait pas mal de temps. Pour les adultes qui conduisaient des voitures, ce n'était pas un problème. Mais les enfants du quartier qui fréquentaient le magasin ou le McDonald's voisin prenaient toujours un raccourci à travers le champ, où un étroit sentier s'était formé dans l'herbe. Le détective a décidé de suivre ce sentier. Alors qu'il avançait, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention dans l'herbe. Se frayant un chemin à travers la végétation, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un corps humain. Et il a rapidement reconnu Christy. Il a immédiatement appelé des renforts, et le corps a été remis au médecin légiste pour une analyse plus approfondie. Les spécialistes de la police scientifique ont fouillé la scène du crime à la recherche de preuves, mais leurs recherches sont restées vaines. Pas d'empreinte de pas, pas d'effet personnel, rien pour aider à expliquer ce qui s'était passé. Les médecins légistes ont déterminé que Christy était décédée de 8 coups de couteau. Ils ont également trouvé des preuves d'agression sexuelle et ont prélevé le matériel biologique de l'agresseur. Mais en 1985,
Les tests ADN en étaient encore à leur début et n'étaient pas couramment utilisés dans les enquêtes criminelles. Ainsi, sans aucun moyen de l'analyser, l'échantillon a été stocké pour une utilisation future. La mère de Christy a également aidé la police à reconstituer un autre détail intéressant. Christy portait une bague en perles à son doigt ce jour-là. Cependant, la bague était introuvable, ni sur son corps ni sur la scène du crime. Les détectives ont conclu que le tueur l'avait peut-être prise et ont demandé à tous les agents de surveiller les prêteurs sur gage au cas où le meurtrier essaierait de la vendre. Sans aucune preuve matérielle à exploiter, la police s'est concentrée sur la recherche de témoins potentiels qui auraient pu voir Christy ou le tueur près du champ. Ils ont réussi à retrouver plusieurs personnes qui avaient emprunté le même chemin vers leur estimé du meurtre, mais elles n'avaient rien vu de suspect. C'était assez étrange car le corps de Christy se trouvait à quelques mètres seulement du sentier, bien qu'il fût caché par les hautes herbes, le rendant presque impossible à repérer. Les enquêteurs ont également appris qu'à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le corps de Christy a été retrouvé, une famille organisait un barbecue dans son jardin. Mais malgré leur proximité avec la scène, aucun d'eux ne se souvenait avoir entendu ou vu quoi que ce soit d'inhabituel. Un employé d'une station-service située à environ 60 mètres du champ a également travaillé ce jour-là, mais n'a rien remarqué d'anormal. Pour la police, la situation semblait bizarre. Tant de gens s'étaient trouvés près de la scène du crime, et pourtant personne n'a rien vu ni entendu. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que l'agresseur inconnu avait soit suivi Christy du magasin jusqu'au champ, soit l'avait rencontrée sur le chemin. Il l'a probablement entraînée à quelques mètres dans les hautes herbes et l'a tuée, le tout sans faire de bruit. Les détectives ont envisagé la possibilité que Christy connaisse son tueur. Ce qui pourrait expliquer l'absence de cris. Après tout, leur ville était petite et de nombreux habitants se connaissaient. La police a commencé à enquêter sur tous les hommes qui connaissaient Christy, mais cet effort n'a mené nulle part. Ils ont également dressé une liste des hommes de la région ayant déjà été condamnés pour des crimes violents. Plusieurs suspects ont été examinés, mais aucun d'eux n'a pu être lié au meurtre. Pendant plusieurs mois, la police a fait peu de progrès dans la résolution du mystère. Ils ont continué à donner suite aux informations et à enquêter sur de nouveaux suspects, mais chaque piste les menait à une impasse. Cela a duré 3 longues années jusqu'à ce qu'une percée inattendue se produise en 1988. À cette époque, l'analyse ADN devenait un outil essentiel dans les enquêtes criminelles. Les détectives ont décidé de prélever des échantillons d'ADN de toutes les personnes qui avaient été des suspects potentiels dans l'affaire Christy au fil des ans. Beaucoup ont accepté de coopérer. Et aucun de leurs échantillons ne correspondait aux preuves biologiques trouvées sur la scène. Mais il y avait une personne qui refusait de fournir un échantillon d'ADN. Dana Henry, un homme de 34 ans vivant près du champ où Christy a été retrouvée, était dans le collimateur de la police depuis les premiers jours de l'enquête. À l'époque, Henry avait nié toute implication dans le crime. Mais maintenant, son refus de donner un échantillon a sérieusement mis en doute son innocence aux yeux des détectives. La police a décidé de demander une ordonnance du tribunal pour obtenir son ADN. Henry a comparu à l'audience et a continué à insister sur son innocence. Cependant, il a été accusé d'outrage au tribunal et détenu dans une cellule de prison locale pendant plusieurs jours. Ce n'est qu'après cela qu'Henry a accepté de fournir son échantillon d'ADN. Finalement, son ADN ne correspondait pas à l'échantillon du tueur, et Henry a été libéré. Une fois dehors, il a déclaré aux journalistes qu'il avait été détenu nu dans une cellule de prison et qu'il n'avait été libéré qu'après avoir cédé à une forte pression et accepté à contre-cœur de fournir un échantillon. Henry a déclaré avoir dépensé environ 50 000 $ en frais juridiques, une somme considérable à l'époque. Il a dû hypothéquer sa maison, qu'il a finalement perdue, et beaucoup de ses amis et de sa famille lui ont tourné le dos. Frustré et en colère, Henry a intenté un procès au service de police, mais cela ne semblait mener nulle part. Même après que les preuves ADN l'ont innocenté, certaines personnes croyaient toujours qu'il était coupable. Des années plus tard, Henry a admis aux journalistes que toute cette épreuve avait ruiné sa vie, même s'il n'avait jamais été officiellement accusé d'un crime. Pendant encore 1 an, l'affaire Christy est restée au point mort, jusqu'en 1989, lorsqu'un rebondissement inattendu l'a remise sur le devant de la scène.
Un juge a émis une ordonnance restrictive à l'encontre d'un homme de la région qui harcelait la famille de la victime avec des informations sur celui qu'il croyait responsable du meurtre de Christie. L'homme, nommé Willis, a contacté pour la première fois les proches de Christie fin 1985. Il affirmait avoir des informations sur l'identité du tueur et a commencé à leur envoyer diverses pistes. Chaque information a été examinée par la police, mais à chaque fois, elle s'est avérée soit farfelue, soit complètement hors de propos pour l'affaire. Cela a duré près de 4 ans, jusqu'à ce que la famille de Christie n'en puisse plus. Ils ont déposé une plainte, et un juge a émis une ordonnance interdisant à Willis de les contacter à nouveau. Suite à l'ordonnance restrictive, la police a décidé d'enquêter sur Willis lui-même, mais elle n'a trouvé aucune preuve le reliant au crime. En 2000, l'ADN du tueur a été ajouté à la base de données du FBI, mais aucune correspondance n'a été trouvée. L'affaire est restée non résolue pendant de nombreuses années. De temps en temps, la police la rouvrait, donnant suite à des informations, mais elle ne s'est jamais rapprochée de l'arrestation du tueur. Cela a duré 3 décennies entières. Au fil des ans, les détectives d'origine avaient tous pris leur retraite ou étaient partis, et l'affaire Christie avait été confiée à une nouvelle équipe. Puis, en 2015, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Un jour, ils ont reçu une notification de la base de données du FBI. L'échantillon d'ADN du tueur de Christie correspondait parfaitement à un profil récemment ajouté. Il appartenait à un homme de 62 ans nommé Michael Jones, qui vivait dans une petite ville appelée Champagne, à environ 240 km de la maison de Christie. L'ADN de Jones a été ajouté à la base de données après son arrestation pour violence domestique. Sa femme l'avait signalé à la police, ce qui avait conduit à son arrestation. Selon une loi de l'Illinois adoptée en 2002, toute personne soupçonnée d'un crime doit fournir un échantillon d'ADN. Il est intéressant de noter que le principal défenseur de cette loi était le procureur de l'État du même comté où le meurtre de Christie avait eu lieu. Et cette affaire non résolue en particulier avait été un facteur majeur dans sa campagne pour faire adopter cette législation. Dès que la correspondance ADN est arrivée, les enquêteurs sont passés à l'action, s'intéressant alors à Michael Jones. La première chose qui a frappé, c'est que son nom n'avait jamais été mentionné dans l'affaire auparavant. Il n'était ni suspect, ni témoin, ni même quelqu'un lié de loin à l'enquête. Les détectives ignoraient simplement son existence. Michael Jones avait de lourds antécédents criminels. Ses premières démêlés avec la justice remontent au milieu des années 70, lorsqu'il a agressé une femme. Mais pour une raison inconnue, il a apparemment échappé à toute condamnation. 1 an plus tard seulement, Jones a attaqué une femme de 27 ans, l'a agressée et l'a laissée sur le parking d'un hôpital. Lorsque la police a émis un mandat d'arrêt à son encontre, Michael s'est rendu. Au cours de son procès, il a exprimé de profonds regrets pour ses actes et a affirmé avoir un grand respect pour la loi. C'est pourquoi il s'était rendu volontairement. Jones a également insisté sur le fait qu'il souffrait de graves problèmes de santé mentale et qu'il avait besoin d'une aide médicale. Cependant, un psychiatre indépendant a déterminé qu'il était pleinement conscient de ses actes. En conséquence, Jones a été condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison. Comme vous l'aurez deviné, Michael a été libéré anticipativement pour bonne conduite. Il n'a purgé que 6 ans de sa peine et était de retour dans la rue en 1983, 2 ans avant le meurtre de Christie. Ce qui est encore plus frappant, c'est que sa victime n'a pas été informée de sa libération anticipée. Plus tard, elle a déclaré que si elle l'avait su, elle aurait fait tout son possible pour contester cette décision. 1 an après sa libération, Michael s'est marié. Mais en 1994, sa première femme l'a quitté et a obtenu une ordonnance restrictive à son encontre. La raison ? Il avait manifesté un intérêt malsain pour une jeune fille de sa connaissance. Mais malgré ce comportement alarmant, aucune charge officielle n'a jamais été retenue contre lui. En 1999, Michael a de nouveau été arrêté, cette fois pour avoir agressé un membre de la famille de sa nouvelle petite amie. Les détectives ont également appris que Michael partait souvent pour de longs voyages en moto en solitaire et rendait fréquemment visite à des proches à Chicago. Étant donné que la ville de Christie se trouvait à la périphérie de son itinéraire, il est possible qu'il soit passé dans la région en se rendant chez sa famille. Si tel était le cas, cela expliquerait pourquoi il n'est jamais apparu dans le radar des détectives.
Si Michael ne faisait que passer pour quelques heures, il aurait été presque impossible de retrouver sa trace. La mère de Christy a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu son nom auparavant. Lorsque la police l'a appelé pour la première fois pour lui poser des questions sur Michael, elle n'y a pas prêté beaucoup attention. Au cours des 30 dernières années, les enquêteurs l'avaient contacté à de nombreuses reprises pour des questions. Ainsi cela lui a semblé une autre enquête de routine. Mais tout a changé lorsque la police a obtenu un nouvel échantillon d'ADN de Michael pendant qu'il était en prison et a confirmé une fois pour toutes qu'il était le tueur. Ils ont rendu visite à la mère de Christy en personne pour lui annoncer la nouvelle. Après toutes ces années, l'homme responsable du meurtre de sa fille avait enfin été arrêté. Avant d'inculper officiellement Michael du meurtre de Christy, les détectives ont parlé à son ex-petite amie et ont découvert plus de détails sur lui. Elle a décrit Michael comme quelqu'un au tempérament instable. Il pouvait être calme un instant et soudain entrer dans une rage folle sans raison apparente. Elle a également mentionné qu'il était obsédé par les livres policiers et les émissions criminelles à la télévision. Ces informations ont conduit les enquêteurs à soupçonner que Michael pourrait non seulement être responsable du meurtre de Christy, mais potentiellement d'autres crimes non résolus également. Ses fréquents voyages en solitaire, ses tendances criminelles et sa fascination pour les histoires de crimes laissaient entendre qu'il aurait pu savoir comment effacer ses traces et éviter de laisser des preuves. Après avoir monté leur dossier contre Michael, la police l'a officiellement inculpé le 18 septembre 2015, et Michael a nié toute implication dans le meurtre de Christy. L'affaire a finalement été portée devant les tribunaux, mais il a fallu attendre 3 longues années. Le procès n'a commencé qu'en 2018. Les procureurs ont requis la réclusion à perpétuité, mais finalement, Michael a décidé de plaider coupable en échange d'une peine plus légère. Dans le cadre de l'accord, il n'était pas tenu de révéler les détails du crime, mais avec les preuves ADN, il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. En conséquence, le juge l'a condamné à 80 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au plus tôt en 2095. En d'autres termes, Michael ne recouvrera probablement jamais sa liberté. La famille de Christy a remercié les enquêteurs d'avoir enfin résolu cette affaire. La mère de Christy a également exprimé sa frustration face à la libération anticipée de Michael en 1983. Elle a souligné que s'il avait purgé la totalité de sa peine de 10 ans, il n'aurait pas eu la possibilité d'attaquer sa fille, et Christy serait encore en vie aujourd'hui. Henry, l'homme initialement soupçonné du crime, a également assisté au procès du véritable tueur. Dans une interview ultérieure, il a confié que les accusations avaient ruiné sa vie, et même des décennies plus tard, il ne s'en était toujours pas complètement remis. Il espérait que voir la justice rendue l'aiderait à guérir, mais ce ne fut pas le cas. Henry a également révélé que pendant toutes ces années, personne du service de police ne s'était jamais excusé auprès de lui, et n'avait obtenu aucune compensation pour le préjudice qu'il lui avait causé. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?